C'est le rendez-vous tech et on va se lancer dans des explications sur l'affaire OnlyFans, un petit peu plus complexe qu'il n'y paraît au premier abord. On a aussi le rapport de transparence, vous entendez les guillemets dans ma voix, de Facebook qui est problématique à plusieurs niveaux. On a aussi Google qui abuse de sa position dominante sur son Play Store sur Android et plein d'autres news tech. Le rendez-vous tech numéro 418, c'est parti. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech. On est en octobre, non, on est en août 2021, c'est le numéro 418. Je suis Patrick Béja. On va vous résumer toute l'actu tech, internet et gadgets. Et j'ai avec moi deux invités de talent et de charme. D'une part, Mathieu. Comment ça va, Mathieu, aujourd'hui ? Eh bien, écoute, ravi toujours de te retrouver pour un rendez-vous tech. Tu le sais, je suis un fan inconditionnel et patriote. Donc, quand j'ai Ah, reçu le petit mail, mon cœur s'est mis à battre et je ne peux que te dire oui. En tout cas, merci de m'inviter. tu sais, j'aime tous les auditeurs, évidemment. Mais il y en a certains que Oui. j'aime un petit peu plus que d'autres, c'est les patriotes, je l'avoue volontiers. On a aussi Gaël qui est là avec nous, ça fait des mois que tu n'as pas participé à l'émission, tu commençais à me manquer très très sérieusement. Merci de prendre le temps d'être là avec nous, comment ça va Gaël ? Oui, Patrick, mais je suis ravie d'être là et écoute, très en forme, très contente d'être invitée à nouveau. Et c'était pas de ta faute, hein, c'est pas toi qui m'as pas invitée, c'était moi qui n'étais pas dispo. Hein. Je préfère le dire que j'ai pas été bannie pour un Qu'on truc ne que pense j'aurais dit qu'il pas à... fallait pas. Oui, c'est ça, genre tu as dit que je n'étais pas ce n'était pas le meilleur podcasteur tech du monde, et là tout de suite 3 mois de ban, évidemment. C'est comme sur Twitch, hein. On diffuse l'émission sur Twitch tous les mardis à midi, et la première personne qui dit que Patrick n'est pas le meilleur podcasteur tech du monde, 3 mois de ban, pareil. On a en tout cas le plaisir de vous retrouver, et il faut évidemment que je remercie les auditeurs qui soutiennent l'émission, comme l'évoquait Mathieu. En particulier, je soutiens les patriotes Isilmé, Manu Supra, Olivier Derez, Greg B, Laurent Montoya. Je ne vais pas faire la référence, mais on la reconnaît. Et évidemment, les producteurs de cet épisode, Franck Matignon et Derek Herbe, qui ont eu l'ingéniosité de trouver sur patreon.com/rdvtech le niveau secret qui leur permet d'être mentionnés chaque mois dans la production de l'émission. Merci à vous et merci à tous ceux qui soutiennent le Rendez-vous Tech. Un autre petit mot pour dire que pour l'after show, je me suis dit que, vous savez, c'est cette période de l'année, on arrive aux différentes présentations de nouveaux matériels à la rentrée, et je me suis dit qu'on pourrait faire une petite discussion pour l'after show sur ce qu'on aimerait voir chez Apple à la rentrée, avec les nouveaux iPhones, les nouveaux iPads, les nouveaux tout, et ce qu'on pourrait voir. Alors il y a toujours des gens qui disent oh on parle trop d'Apple, et puis il y en a d'autres qui disent ouais c'est cool, j'aime bien parler d'Apple, c'est pour le fun, hein. Donc on fera peut-être ça dans l'after show, la partie de l'émission qui est réservée aux patriotes et que vous pouvez écouter si vous écoutez sur le flux privé. Mais pour le moment, c'est le... il y a des gens dans la chatroom qui disent « Mais pourtant, tu es le meilleur podcasteur. » Merci, merci. Je vois que vous avez bien compris comment ça fonctionne. Attendez, on va faire un truc. Mais pourtant, tu es le meilleur podcasteur. Vous aurez compris que j'ai ajouté un petit soundboard auquel j'ajouterai des trucs un petit peu spécifiques à l'émission. Mais pour le moment, on peut déjà faire... Ou alors... Bon, vous me dites quand ça devient relou, hein, j'arrêterai, je vous promets, ou peut-être que j'arrêterai. Donc, pour le moment, on a la partie principale de l'émission, on parle des sujets sérieux et importants, comme par exemple l'affaire OnlyFans. Alors, OnlyFans, vous savez, j'imagine, de quoi il s'agit. OnlyFans, c'est un service de soutien aux créateurs qui a eu beaucoup de succès pendant la pandémie, qui est un service de soutien aux créateurs un petit peu comme Patreon, hein. Les fans d'une personne peuvent aller sur le service et décider qu'ils vont soutenir la personne en question de la même manière que c'est le cas sur Patreon. Sauf que ils ont vraiment acquis une réputation qui n'est pas usurpée pour être le service qui peut permettre à des personnes qui font du contenu pour adultes, et là pour le coup on parle vraiment de contenu pour adultes, c'est-à-dire de la nudité et de la pornographie, et il y a beaucoup de gens qui l'utilisent sur Twitch notamment pour ils font des choses sur Twitch et puis ils renvoient les gens vers OnlyFans, et c'est l'une des seules manières de vivre en tant que créateur indépendant de contenus qui sont réservés aux adultes de cette manière. Et donc, ils ont acquis cette réputation pendant cette année de pandémie, ils sont devenus assez célèbres, hein, il faut l'avouer.
Et ils ont annoncé un petit peu en sortant de nulle part, il y a une petite semaine à peu près, qu'ils allaient complètement changer d'orientation et qu'ils allaient désormais interdire le contenu pornographique, mais complètement. C'est-à-dire que la plateforme vraiment a connu un grand succès et est devenue extrêmement populaire et extrêmement connue. Hein. Je crois que la plupart des gens qui suivent un petit peu l'actualité du net connaissent OnlyFans, et en tout cas ceux qui connaissent le streaming et ce genre de choses, le streaming sur Twitch, donc plutôt du jeu vidéo, mais connaissent bien OnlyFans. Et ils sont devenus extrêmement populaires grâce à ça. Et donc, ils ont annoncé que toute cette partie allait devoir être supprimée du site. Et ça va arriver assez vite parce que c'est, je crois, au 1er octobre, ou dans ces eaux-là, que le contenu devra être supprimé, sans quoi les créateurs de ce type de contenu seront bannis. Alors, il est toujours autorisé de faire de la nudité, mais de la nudité assez contrôlée. On pense que ce genre de choses est difficile à supprimer complètement parce qu'après, on rentre dans des questions de qu'est-ce qui est artistique et pas uniquement pornographique, ce genre de choses. Donc, la nudité est autorisée si ça suit les policies, enfin, je perds mes mots en français, les accords d'utilisation, les règles édictées par OnlyFans. Et donc, ça va beaucoup plus loin que juste la question d'OnlyFans, cette histoire, parce qu'il y a tout un écosystème de créateurs qui n'ont pas vraiment de possibilité de donner leur contenu ailleurs, parce que ce genre de contenu est très difficile à publier ailleurs sur Internet. Et donc, tous ces créateurs qui sont fait une vie en partie sur cette plateforme, font se retrouver sans alternative. Et donc, ça met toute cette partie de leur écosystème un petit peu sur la paille. Et les raisons sont... ils n'ont pas expliqué très clairement. Mais alors déjà, on pourrait réagir à ce sujet-là. Mais ce qui est, je pense que vous avez peut-être déjà entendu parler de ce genre de choses, mais ce qui est encore plus intéressant, c'est la véritable cause et la motivation de ce changement, qui est vraiment passionnante. Il y a une explication assez claire de Post Culture Review, qui est un compte Twitter et qui est aussi un podcast et qui traite de sujets culturels ou post-culturels, comme ils le disent, qui explique pourquoi cette décision a été prise. Et ça va beaucoup plus loin qu'on ne pourrait le penser. En réalité, c'est a priori, d'après ces conclusions, une décision qui n'est pas uniquement due aux investisseurs parce qu'ils essayent de lever de l'argent du côté d'OnlyFans, et il semblerait que les investisseurs leur disent « Bon, c'est bien joli votre histoire de soutien de créateurs, mais avec le contenu pornographique, nous, on ne veut pas mettre les doigts là-dedans, donc il faut que vous... si vous avez du contenu pornographique, on ne va tout simplement pas vous donner d'argent, vous ne pouvez pas lever d'argent. » Alors, c'est ce qu'on a tous pensé qui était la raison principale de leur changement de politique, mais en réalité, il y aurait aussi une autre partie à laquelle on avait pensé, mais qui est plus importante, qui est les changements de règles du côté de Mastercard. Mastercard, évidemment, carte de paiement, qui a décidé dans les mois à venir, c'est ça qui est le 1er octobre, je crois que le changement chez OnlyFans aura lieu 2 semaines plus tard, donc chez Mastercard, pour... contrôler ou pour contrer la question de l'exploitation sexuelle, ils établissent des règles qui disent que il faut que les plateformes qui acceptent les paiements de Mastercard, et on parle de Mastercard, mais les autres vont sans doute suivre le même chemin assez vite, on parle de Visa et tous les autres, donc les plateformes qui acceptent des contenus Mastercard, s'il y a du contenu pornographique qui est hébergé sur la plateforme, c'est possible, mais il faut que la plateforme contrôle absolument tout, soit au courant d'absolument tout ce qu'il y a dans le contenu, c'est-à-dire qu'ils puissent identifier spécifiquement, nommément, et identifier, ils aient connaissance spécifique des personnes qui sont présentes dans le contenu, donc dans le contenu pornographique, y compris dans les contenus live, et qu'ils puissent donc identifier les personnes qui font des streaming live sur la plateforme ou en parallèle de la plateforme. Enfin, sur la plateforme, mais qui monétisent sur la plateforme. Et évidemment, c'est une contrainte absolument ingérable pour une plateforme de ce type, parce qu'on ne peut pas savoir qui est en train de proposer du contenu à chaque moment pour tout le monde. Enfin,
C'est clairement pas possible. Et là, vous vous direz peut-être, bah oui, mais c'est peut-être normal de se dire que pour contrer l'exploitation sexuelle, parce que on sait qu'il peut y avoir des problèmes dans ce domaine, bah, il y a un minimum de due diligence, de connaissance de ces personnes qui peuvent se mettre dans des situations potentiellement illégales. On parle encore une fois d'exploitation. Et ça vient en réalité, ce changement chez Mastercard, d'un article de décembre du New York Times qui pointait du doigt le problème de l'exploitation des enfants, on parle d'adolescents, et d'autres problèmes liés au contenu pornographique sur Pornhub, qui est un site très connu de contenu pornographique. Et effectivement, sur Pornhub, il y avait des vidéos qui étaient présentées et qui étaient présentées sans l'accord des personnes. Alors on parle de revenge porn, ce genre de choses, et peut-être des adolescents qui étaient dans ces vidéos aussi. Et évidemment, ça c'est un énorme problème. Le site Pornhub a depuis désactivé la source des soucis, qui était une partie communautaire où, en gros, un petit peu n'importe qui pouvait uploader des vidéos, et donc ça faisait que c'était très difficile à contrôler. Et les sociétés de paiement, Visa, Mastercard, suite à cet article, ont retiré leur possibilité de facturation sur Pornhub. Donc Pornhub n'a plus accès à la facturation sur les cartes de crédit les plus classiques. Et ils ne sont toujours pas revenus malgré les changements qu'a fait Pornhub. Mais là où ça devient vraiment intéressant, et tout ça est nécessaire pour comprendre où on vient et où on va et d'où ça vient, c'est que l'auteur de cet article du New York Times, qui est à la source de tout ça, et qui était justifié dans le cas de Pornhub, semble-t-il, cet auteur qui s'appelle, que je dise pas de bêtises, Nick Kristof, eh bien en fait, il est très proche d'une mouvance plutôt, et là ça va peut-être pas en surprendre certains, plutôt fondamentaliste chrétienne, qui se bat sous prétexte de se battre contre l'exploitation sexuelle, se bat en réalité contre tout ce qui est sexualité ouverte, on va dire, qui sont anti-homosexualité, antisémites, selon encore une fois Post Culture Review, mais donc ça fait partie d'un mouvement qui essaye de chasser ce qu'il considère comme immoral sur Internet et ailleurs et dans la société. Et donc ça touche, évidemment, l'exploitation sexuelle est un bon prétexte pour faire ça, et c'est même plus qu'un prétexte, c'est une bonne raison, mais ils étendent ça beaucoup plus loin, tout ce qui est l'industrie de la pornographie, tout ce qui est homosexualité, donc ça va très loin, et puis encore une fois, ils ont visiblement des touches d'antisémitisme. Et là, on revient à OnlyFans, parce que en réalité, sur OnlyFans, il n'y a pas vraiment de problématique, à moins que ça ait été habilement caché, mais ça semble pas être le cas. Il n'y a pas de problématique d'exploitation sexuelle. Donc on bascule du combat contre l'exploitation sexuelle, qui je pense mettra tout le monde d'accord, à un combat moral puritain contre la pornographie, et qui du coup, grâce au pouvoir qu'ont les solutions de paiement, ce qui est normal et ce qui est le cas partout, eh bien, met, comme je le disais, à la rue des travailleurs, et soyons honnêtes, plutôt des travailleuses du sexe, qui vont du coup perdre une source de revenus, et certaines ont construit tout leur business sur cette plateforme-là, cette plateforme OnlyFans. Alors, c'était une explication un peu longue, je m'en excuse, mais il était important de bien poser les jalons de la discussion. Et du coup, je me retourne vers vous, mes très chers invités. Peut-être que Gaël, tu auras un avis sur la chose, parce que c'est vrai que tu touches aussi beaucoup aux questions d'éducation et de la tech avec des enfants et des adolescents. Et c'est vrai qu'il y a des problématiques qui sont liées à l'industrie du porno aussi, et la facilité d'accès sur Internet. Je ne sais pas si c'est directement lié à la problématique spécifique dont on parle ici, mais peut-être que ça te donne un avis particulier sur la chose. Qu'est-ce que tu penses du coup de ce revirement d'OnlyFans peut-être pas spécifiquement avec les causes que j'ai évoquées, mais peut-être aussi en lien avec ces causes-là. Dis-nous tout. Écoute, moi j'étais tellement surprise effectivement de ce revirement de situation qui en plus apparaît comme très rapide en fait entre le moment, comme tu dis, de l'écriture de cet article et le moment où ils prennent des décisions aussi fortes.
J'aurais pensé en plus qu'OnlyFans avait un business model qui, effectivement, en tout cas, dans l'imaginaire de tous, on pensait que c'était leur business reposait quand même beaucoup sur ces revenus-là. Donc, ça voudrait dire que finalement, ils sont capables de gérer leurs revenus sans ces revenus liés à la pornographie. Alors ça, on ne sait Euh, pas, hein, peut-être que c'est ce qu'ils espèrent, mais il Bah, semble de on l'extérieur imagine, parce que que oui. s'ils ont des Mm, investisseurs derrière, ça veut dire qu'ils présentent un business plan qui n'inclut pas la pornographie. Donc, ça veut mhm. dire qu'ils pensent pouvoir le faire sans ça. Donc, déjà, c'est assez. J'avoue que j'étais déjà premièrement surprise par ça. Et effectivement, ce fondamentalisme américain, bon, effectivement, on pense que c'est plutôt lié à ça que sur la pornographie et le problème des jeunes et de l'exploitation sexuelle là-dessus, parce que effectivement, a priori, il n'a jamais été évoqué qu'il y avait de grosses problématiques liées à OnlyFans. Il n'y a pas eu d'investigation sur ces sujets-là. On le sait, il y en a eu Alors, sur Pornhub, comme tu le disais, mais ils ont trouvé finalement des solutions pour limiter cette problématique. Et honnêtement, je pense pas que parce que Mastercard n'autorise plus les paiements là-dessus, que ça va régler le problème de l'exploitation sexuelle Ouais. des mineurs et des femmes qui se font exploiter aussi par ailleurs, et du trafic humain. Mais non, enfin, C'est- c'est extrêmement surprenant. Et je suis surprise en fait que lié à un article, des OnlyFans prennent cette décision, que Mastercard prenne cette décision. Bah, c'est lié à la Et comme décision tu de le dis, Mastercard, hein. C'était un habile coup de com' par ces organismes chrétiens fondamentaux parce que ils ont pris l'excuse entre guillemets. C'est pas juste de dire l'excuse, mais on va dire ils ont pris le prétexte, si, le si, c'est un prétexte prétexte. peut-être, oui, de la problématique de l'exploitation sur Pornhub pour en fait lancer un filet général sur la pornographie sur Internet. Et il semblerait que Mastercard, encore une fois, c'est les premiers à avoir pris la décision, mais Visa et les autres vont certainement en suivre. Et c'est ce qu'on entend dans les rumeurs. euh, pour en fait rendre beaucoup plus difficile la vie de l'industrie pornographique sur Internet en général. Mais c'est là où j'ai du mal à comprendre parce que Mastercard, leur intérêt, en fait, eux sont pas du tout responsables. En plus, déjà la plateforme, tu pourrais dire, a une responsabilité limitée sur ces sujets-là, mais encore plus le moyen de paiement. Le moyen de paiement n'a pas de responsabilité sur ce qui se passe sur la plateforme. Donc tu dis qu'effectivement, il y a un enjeu qui est autre que celui-là. Parce qu'on ne pourrait pas reprocher à Alors, Mastercard de dire vous avez permis des paiements sur une plateforme qui fait que oui et ça me non, hein. paraît. Tu sais, c'est intéressant parce que ça touche du coup à un autre type de mouvement, on va dire, culturello-social qui fait pression sur des sociétés de tout type, hein, que ce soit des sociétés de paiement ou d'hébergement de sites web ou d'applications, ce genre de choses. Et on l'a vu arriver à plusieurs reprises sur des applications ou des espaces de discussion qui étaient racistes ou des choses proches de l'extrême droite. On pense à des applications comme Parler ou Gab Mm. qui se sont fait interdire l'utilisation. Je ne sais pas si c'est le cas de Parler parce qu'ils n'ont pas encore de business model ou Getter ou ce genre de choses, mais qui se sont fait interdire l'utilisation de Mastercard et Visa et dont les hébergeurs ont dit bon bah non, nous on veut pas de ce contenu chez nous. Et dans le cas de contenu raciste et d'extrême droite, eh ben, je pense que d'une manière générale, on a été plutôt satisfait de ce type de décision. Donc, ils sont pas responsables, oui et non. Je crois ils se sentent responsables et on peut leur dire, bah oui, mais regardez, c'est grâce à vous que ce type de site peut continuer à exister. Disons que autant Oui, mais je là, c'est suis. clair. Hmm. En fait, le racisme et la haine, tout ça, enfin, c'est des choses qui sont assez claires et tu peux finalement te dire, ok, c'est facile de les contrer. Enfin, c'est facile. Tu sais ce que c'est. Là, effectivement, en fait, ils vont pêcher beaucoup plus gros que le problème en lui-même. Comme tu dis, en fait, ils s'attaquent pas au trafic d'êtres Hmm. humains ou à l'exploitation des mineurs. Ils se battent contre la pornographie en général. Et c'est là où c'est gênant, parce que la pornographie n'est pas illégale. Ouais. Et On- pourtant, c'est tout un système qui mettent
à plat. Oui. Bah, il y a clairement une question de morale sociétale qui est en jeu, et je dis ça, c'est pas c'est pas avec un angle négatif, hein. La morale dans la société, elle se manifeste par la pression de la population que la population met sur les différentes sociétés qui gèrent telle ou telle chose. Et il y a une question qui est là, la question de la morale par rapport à la pornographie. Clairement, c'est pas illégal, mais il y a c'est pas une omerta, mais enfin, beaucoup de gens consomment de la pornographie, mais tout de suite, quand il s'agit de Personne n'en dire, parle. voilà, personne n'en parle et tout le monde dit, ah non, mais non, ah bah non, quand même, c'est pas bien. Mathieu, tu as un avis sur la chose, Oui. que ce soit là, ouais. Et, et je suis un petit peu surpris parce que moi, en travaillant sur le sujet, j'ai une autre lecture en même Mhm. temps, en sous-texte. Qui se passe, c'est que le côté précipité de ce grand nettoyage sur OnlyFans viendrait aussi également d'une enquête qui a été réalisée par la BBC, je ne sais pas si vous avez vu, et qui, eux, Mhm, mettent en avant et tout à mettent un fait. point sur l'exploitation des enfants. On parle d'enfants qui utilisent le passeport de leur grand-mère pour s'inscrire. On parle d'enfants qui utilisent de fausses cartes d'identité. Il y a un agent spécialisé dans les enquêtes d'abus d'enfants qui s'appelle Austin Berrier qui dit qu'il trouve lui en ligne entre 20 et 30 images d'enfants abusés par semaine qui proviendraient de Nifan. Et on parle de vidéos d'enfants avec des adultes qui leur dictent quoi faire. Il dit que pour lui, il y en a, en fait, là-bas, il y en a partout et c'est largement échangé. Et d'ailleurs, certains pensent que même Pornhub n'est qu'un relais de certaines choses qui viennent d'OnlyFans. Moi, du coup, c'est vraiment cette lecture-là qu'il y a, c'est-à-dire que oui, il y a Mastercard, mais je pense qu'il commence à voir le feu chez OnlyFans parce Mhm. que il y a ce gros souci de modération. Ils sont incapables de modérer et en fait, on a appris que les comptes, il y a eu des comptes qui ont été simplement bloqués et non supprimés, et ils ont été supprimés une fois que BBC a mis en lumière ces dérives qui se passent. Donc voilà, il Alors y a non, quand même. t'as tout à fait Ouais. raison. L'article de la BBC a été publié il y a quelques jours seulement, et c'était après les annonces d'OnlyFans, mais peut-être qu'ils ont eu vent de cette enquête de la BBC et que du coup ils se sont dit, bon ok, on va tout nettoyer. Euh, et effectivement, il y a eu une action d'OnlyFans qui était, quand il y avait pas des entraves, des choses à modérer, ils étaient un petit peu plus, on va dire, permissifs, en donnant un, deux, trois avertissements alors qu'ils n'auraient pas dû. J'ai Ouais. l'impression quand même qu'on parle de cas spécifiques, euh, et que le fait de alors, je nie pas du tout le fait que cette enquête est complètement réelle et qu'effectivement, il y a eu des problèmes. Mais on parle de problèmes qui semblent ponctuels et qui me sembleraient possibles à gérer, à contrôler, à modérer, là où ils sont en train de nettoyer complètement la pornographie de l'ensemble de la plateforme. Euh, le- Disons que il y a certainement des problèmes, mais la raison pour laquelle ils parce qu'ils ont quand même atteint une certaine notoriété, ils ont un business model, ils ont euh, comment dire, un chemin tracé devant eux qui semblerait être, enfin, connaître le succès, quoi. Et le fait de Moi, changer moi, moi, complètement de direction. Oui, Mathieu. Ouais, je voulais juste te dire que moi j'ai trouvé un article qui parlait déjà de ça, de la BBC toujours, mais qui date de mai, du 27 mai, D'accord. où il dit, où le titre est Les enfants vendent des vidéos explicites sur OnlyFans, et tu as même un petit témoignage un peu édifiant qui dit qu'il y a une enfant de 16 ans, je crois, qui montrait à son conseiller d'orientation combien elle gagnait d'argent via ce Sur OnlyFans. procédé-là grâce au site. Ouais. Donc, je pense qu'il y a quand même en sous-texte, hein, bien sûr, l'argent dirige tout. Donc, je pense que ça, c'est important. Mais je pense qu'il y a un gros bad buzz aussi en sous-texte qui commençait à prendre. Et il était temps pour OnlyFans d'avoir ce côté très rigoureux en disant, eh ben, nous, le porn, on arrête tout. Là où Hmm. ils auraient pu tenter d'essayer de modérer un peu plus, là, je pense qu'il y a un gros tour de vis qui est fait parce qu'il y a un vrai péril euh, pour la plateforme. Ah bah clairement, oui, effectivement, moi j'avais pas connaissance de cet ancien article, donc oui, ça change un petit peu la donne. Ce qui est quand même compliqué, c'est la vie des personnes, bah, pour le coup, qui sont adultes et consentantes sur cette plateforme, parce qu'elles existent aussi,
et qui du coup se retrouvent un petit peu à la rue. On avait parlé de ces problèmes avec Twitch il y a quelques semaines à peine, et y compris sur le rendez-vous jeu. Et du coup, c'est toute leur activité qui s'effondre. Mais oui, disons que s'il y a des problèmes et une certaine permissivité d'OnlyFans qui a été avérée, on comprend un petit peu mieux la, la décision, même si, encore une fois, moi j'ai l'impression que c'est lié à d'autres choses. Mais bon, c'est un éclairage Non, mais je pense important que c'est un que tout, tu hein. Je portes pense que aussi. tu as raison. Je pense que c'est un tout. C'est-à-dire que pour l'instant, oui, cette histoire d'abus d'enfants a été peut-être pas encore vraiment mis totalement en lumière, mais qu'à côté de ça, bien sûr, si en même temps tu coupes le verrou financier, là, c'est clair qu'il y a un moment, tu es obligé voilà, de prendre tout ça en considération. Et de toute façon, tu le disais très bien dans tes émissions, donc j'écoutais aussi. Tu as raison, de toute façon, de mettre ces sources de revenus entre les mains d'une seule plateforme, c'est hyper dangereux. Et effectivement, aujourd'hui, bah, on voit encore un exemple qui montre bien que tout mettre, tous ses œufs dans un même panier, voilà ce que ça peut donner le jour où cette plateforme va devoir changer son fusil d'épaule. Et là, oui, il va y avoir Hmm. des, des, des dérives. Mais à mon avis, je pense qu'il y a vite des alternatives qui vont voir le jour, qui vont s'engouffrer dans la brèche. Et d'ailleurs, il y a quelqu'un dans le chat, Bugsme5, qui disait, sauf erreur, il y a un projet en cours de création pour concurrencer et Ouais. remplacer OnlyFans basé sur la blockchain. On est bien d'accord que pour l'instant, on ne peut pas présumer du contenu qu'il y aura sur cette plateforme, mais c'est sûr que ça va donner des idées à d'autres, bien Ouais. sûr. Bon, bah écoutez, histoire un petit peu complexe, effectivement, mais maintenant, je pense que vous aurez toutes les clés pour juger par vous-même. Une autre histoire assez complexe, c'est celle du rapport de Facebook, du rapport de transparence de Facebook sur le contenu, et le contenu, on va dire, d'infox, de fake news, et le contenu de conspirationniste, voilà, je cherchais le mot, qui est sur la plateforme. Je vais vous faire un petit résumé très rapide pour le coup, pour de vrai, de ce contenu et de la problématique qui ressort de ce rapport. Ils ont publié donc un rapport pour le deuxième trimestre de l'année en présentant la quantité de contenu conspirationniste qui est présent sur la plateforme. Et évidemment, c'est motivé par des pressions gouvernementales et sociales qui accusent Facebook d'être à l'origine de différents mouvements, ou en tout cas d'emballer différents mouvements, et évidemment, notamment pour ce qui est de la vaccination. Et donc, en gros, ce qu'ils disent, il y a quelques éléments d'information intéressants dans le rapport, mais en gros, ce qu'ils disent, c'est le contenu conspirationniste ou le contenu problématique ne représente qu'une infime partie du contenu qui existe sur Facebook. Le contenu qui est extrêmement partagé, qu'on prend souvent en exemple pour dire « Ah ben regardez ce qu'on voit sur Facebook, ça a été partagé 200 000 fois » et ce genre de choses, ne représente que 0,1% du contenu qui est vu sur la plateforme. On parle des États-Unis spécifiquement, hein, du contenu qui est vu sur la plateforme. Et d'ailleurs, il précise également que 87% du contenu du flux de news sur Facebook n'inclut même pas de lien. Donc une énorme partie du contenu, c'est quelqu'un qui va dire je me sens super bien aujourd'hui, ou j'ai mangé un burrito, c'était très bon. Ce genre de choses. Et le contenu avec des liens représente une infime partie, enfin une faible partie, et le contenu avec des liens qui est très très partagé, c'est une infime partie, 0,1%. Leur argument, c'est que les gens en général utilisent Facebook pour parler avec leur famille, échanger des informations tout à fait innocentes, ce genre de choses. Des groupes, des groupes d'élèves, des choses comme ça, Ce genre voilà. de choses, ouais. Le problème que j'ai, moi, avec cette idée, c'est que euh, le, le- le- la manière dont Facebook présente ça, c'est un petit peu biaisé, et c'est pas surprenant quand on parle de Facebook, c'est un petit peu biaisé parce qu'ils sont en train de dire, enfin,
le monde entier est sur Facebook et même si c'est pas le cas de certains d'entre nous, beaucoup de gens passent une bonne partie de leur vie sur Facebook en quelque sorte, de leur vie sur Internet, elle se passe sur Facebook. Donc dire, il y a qu'une toute petite partie du contenu de Facebook qui est du contenu problématique, c'est un petit peu comme dire, c'est l'exemple que je prenais sur Twitter, c'est un petit peu comme dire, comme toute notre vie est sur Facebook, c'est comme dire, je marchais dans la rue à un moment et je me suis pris un coup de poing dans la gueule, mais c'est pas très grave parce que de toute façon la plupart de ma journée elle s'est passée à acheter des croissants et à aller au boulot et à prendre les transports et tout ça, donc ça représente qu'une infime partie de ma journée. Oui, ok, mais enfin, c'est quand même une partie importante de ta journée que tu t'es pris un coup de poing dans la gueule. Donc, cet aspect-là me gêne beaucoup, c'est une manière de présenter les choses qui est vraiment problématique. Et suite à la publication de ce rapport, je ne sais plus qui avait ressorti le sujet de... c'est le New York Times, voilà. Le New York Times a sorti un lièvre qui était que Facebook a en fait caché ou décidé de ne pas publier le rapport du premier trimestre parce que au premier trimestre, le contenu le plus partagé, c'était du contenu extrêmement conspirationniste et extrêmement problématique. Et suite à ça, ils ont effectivement publié le contenu en question et ils ont avoué que oui, on l'a caché parce qu'il y avait ça, mais on pense que merde, on s'est fait attraper. Donc voilà, c'est ce qui s'est passé avec Facebook et on peut mettre ça en parallèle de ce dont on parlait il y a quelques semaines à peine, qui est que Facebook bloque l'accès au contenu à des chercheurs et c'est extrêmement problématique parce que on ne peut pas faire confiance à Facebook pour nous donner les informations dont on a besoin pour comprendre l'influence de Facebook et d'autres réseaux sociaux sur les mouvements sociétaux. Et donc, on a besoin de recherches indépendantes, sérieuses. Et non seulement Facebook ne donne pas les informations dont on a besoin, mais ça c'est normal, mais en plus il bloque ces travaux de recherche. Donc pour moi, c'est pour ça que je disais avant d'enregistrer l'émission, je suis vraiment énervé contre Facebook. Je suis choutré, et ceux qui écoutent l'émission depuis longtemps s'en souviennent, c'est choqué et outré à la fois. À vrai dire, je devrais pas être choqué, mais j'ai pas vraiment de gros problèmes avec Facebook sur le principe, ou en tout cas, tant qu'ils n'essayaient pas de montrer qu'ils étaient gentils, ça me posait pas de problème parce qu'on savait plus ou moins de quoi il en retournait. Là, ils essayent de dire « Oh, on est gentil, on fait des trucs bien », et ils se cassent complètement la gueule dans l'opération, et du coup, ça m'énerve parce que c'est le comble de la malhonnêteté, quoi. Ou peut-être pas le comble, mais en tout cas, c'est ouvertement manipulateur et malhonnête. Encore une fois, certains vont dire, c'est Facebook, tu t'attends à quoi ? Mais là, on en a un exemple concret. Moi, j'aime bien les faits, et on en a un exemple très concret. Donc bon, c'est un rapport qui, à mon sens, n'apporte pas grand-chose, si ce n'est le fait de prouver qu'on ne peut pas faire confiance aux données que nous fournissent ces sociétés-là, et il faut donc des audits et des recherches extérieures. J'imagine que là, pour le coup, vous serez d'accord avec moi, mais peut-être qu'il y a un avocat du diable, une avocat du diablerie à faire. Est-ce que, Gaël, tu as un avis sur la chose ? Moi, j'ai envie de te répondre, c'est Facebook, tu t'attendais à quoi ? Ouais, non, mais... oui, je l'avais anticipé, non. Oui. En revanche, moi, je suis ravie que ça sorte, parce qu'à la limite, on le savait, parce qu'on est dedans et enfin, voilà, avec le rendez-vous tech, tu analyses suffisamment les choses pour le savoir déjà et que les personnes qui t'écoutent le savent déjà, mais j'espère que ce genre de rapport va, en tout cas, le fait que ça sorte, va aider à montrer qu'il faut aller plus loin et qu'il ne faut pas les laisser et que c'est scandaleux et qu'ils nous mentent effrontément. On le savait qu'ils nous mentaient, mais là, on peut le prouver qu'ils nous mentent. Qui cachent les choses. Encore une fois, on le sait, mais il faut que ça sorte, quoi. Il faut arrêter, c'est plus possible. Ça a vraiment des impacts de démocratie importantes. Ça a des impacts sur les jeunes et leur rapport aux institutions, à la politique, à tout. Et on est en train de former des générations là-dessus qui ne passent que par ça pour se renseigner. Donc pour moi, c'est urgent. Enfin, moi, là, j'en parle, j'ai les poils qui se hérissent rien que d'en parler parce que je pense que c'est un vrai problème et que ça va nous tomber sur la gueule dans 5 à 10 ans. Vraiment. Donc, j'espère que c'est le début Enfin, ça fait un moment qu'on le dit, mais il faut que ça accélère sur aller contre tout ça, quoi. Eh ben, c'est ça qui me hérisse le plus et c'est ça qui m'outre le plus, c'est que moi, je sais pas
l'influence qu'a Facebook sur la démocratie. On parle des mouvements anti-vax et beaucoup de gens le disent oui, mais vous savez, les mouvements anti-vax, ils ont commencé avec les vaccins. Il y en a toujours eu et c'est vrai. Peut-être que Facebook les fait s'emballer, c'est possible. Mais moi, j'ai un problème quand on dit ah bah c'est sûr, on le sait, etc. On ne sait pas parce que on a tous des impressions et peut-être qu'elles sont justes. Mais ce dont on a besoin, c'est des études indépendantes, des travaux de recherche indépendants. Et Facebook les bloque. On en parlait les semaines précédentes. Facebook bloque l'accès des données aux chercheurs. Mais c'est scandaleux. C'est ça rejoins complètement. Ouais. Il faut des trucs indépendants qui sortent. Il faut un accès et il faut voir aussi. Enfin, il y a des études à faire, je t'assure, hein, sur les jeunes et l'impact que ça a sur eux, sur leur rapport à l'éducation, aux institutions. Enfin, c'est terrible. Toi, t'es moi, oui. Vas-y, Mathieu. J'ai l'impression, juste pour compléter un peu ce que vous dites, en plus, quand on lit les articles, qu'il y a une espèce de bipartie dans cette société où tu as des gens qui sont persuadés, j'ai envie de mettre d'ailleurs Mark Zuckerberg dans cette partie-là, qui vit dans un autre monde, qui est persuadé de la partie de faire les choses bien, en tout cas d'essayer de faire les choses bien, et au vu de ce qui lui arrive, d'essayer à tout prix de montrer patte blanche. Et tu as l'autre partie, à un moment on voyait dans un des articles du New York Times, qui disait que en fait, il y a certaines personnes, quand ils voient un petit peu les résultats des enquêtes qui sont menées en interne, qui disent qu'on peut absolument pas dévoiler ça, parce qu'en fait, on va s'attirer les foudres, que en fait, la réalité, elle est ce qu'elle est, que Facebook, c'est un petit peu, j'ai l'impression que c'est un peu un grand village moyenâgeux où les gens colportent ce qu'ils ont envie de colporter, c'est-à-dire que les anti-vax vont avoir envie de colporter de l'anti-vax, que les défenseurs de la justice veulent colporter de la justice, et que tout ça est vécu dans un brouhaha gigantesque, et que bien entendu, souvent, ce qui fait polémique, voilà, c'est un petit peu aussi le reflet de notre société, hein. On le voit en France. C'est ça, c'est toute la question. Mais on voit toute la qu'aujourd'hui, question. Est-ce que c'est le reflet de la société ou est-ce que ça cause les changements ? Et c'est ça qu'on sait Bah, pas. en fait, c'est marrant parce que tu vois, on dit que les antivax sont une minorité. Pourtant, actuellement en France, qu'on voit dans l'actualité, qu'on peut voir par exemple une chaîne de médias d'infos en continu, c'est toutes ces manifestations autour du pass sanitaire, des antivaccins. Et voilà, c'est ce qui remonte en fait à la surface. Et on n'arrête pas de nous dire que c'est une minorité. En fait. Mais ils sont combien dans les manifs ? Ils sont pas nombreux. Exactement. Oui, mais c'est eux qui font du bruit. Ah bah oui, mais comme toujours, mais ça n'a pas changé. Et c'est marrant mais parce Facebook, que c'est un peu le reflet de ça. Mais c'est exactement pour ça qu'on a besoin d'études sérieuses, scientifiques, de chercheurs indépendants qui étudient, parce que, comme tu le dis, on a l'impression que, bah oui, en regardant les infos, on a l'impression, ils sont quoi ? Allez, 200 000 dans la rue, disons 1 million dans la population, ça me paraît, je sais pas si c'est ça, mais disons que c'est ça, 1 million, c'est pas la majorité, tu vois ? Donc, on ne sait pas, on vit qu'avec des impressions, et il faut des études indépendantes, encore une fois. Et ce qui est le plus outrageux dans l'histoire, c'est que Facebook les bloque. C'est pas l'histoire du rapport qui me gêne. Facebook, ils font un rapport débile. Ok, j'aime pas l'idée qu'on peut faire dire aux statistiques ce qu'on veut. C'est vrai, mais ça peut aussi faire dire que les statistiques ne veulent rien dire. Et ça, c'est pas vrai. On peut faire dire ce qu'on veut aux statistiques, ok, mais il y a quand même une base factuelle derrière. Et les statistiques nous servent à étudier, enfin les données nous servent à étudier la réalité. Et c'est pas de Facebook qu'on va avoir les bonnes conclusions. Donc le fait qu'il bloque l'accès aux données est très 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 problématique. Bref. Mais ce qui montre bien qu'il y a un problème en fait. Et je pense qu'il y en a certains qui aimeraient d'ailleurs faire les choses bien, mais au final, quand on voit le résultat, Facebook se rend compte qu'en fait, s'il montre ça, c'est une catastrophe en images. Par contre, ceux qui font vivre la plateforme Facebook aujourd'hui, c'est un peu triste à dire, mais c'est pas les groupes d'élèves qui vont se réunir pour le travail ou les apéros surprises qui vont être organisés. Aujourd'hui, c'est plus ces éléments-là qui font vivre Facebook. C'est ce qui outre les gens en fait. Oui, mais on ne sait pas. On ne sait pas. On part du principe que tu vois, la plupart des gens voient la partie choquante de Facebook et disent ah c'est ça Facebook. Mais encore une fois, on ne sait pas. C'est les impressions qu'on a. D'après ce qu'ils disent, 87% des contenus partagés sur Facebook n'ont même pas de lien. C'est quand même, tu vois, là je veux pas défendre Facebook, hein, je suis pas en train de faire, j'ai pas encore mon petit enregistrement, je suis l'avocat du diable, mais moi j'aurais pas pensé que 87% du contenu n'avait pas de lien. Et
c'est quand même une grosse partie du contenu, tu vois, 87%. Donc, je me méfie des impressions, on va dire. Bon. Ouais. Bah, il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus encore. Il y aura plein de choses à dire encore, effectivement. Ouais. Je vais juste dire un tout petit mot sur le fait que les États-Unis continuent à poursuivre en justice Facebook, la FTC spécifiquement, est en train de continuer ses poursuites en justice qui avaient été rejetées par les, les, les juges il y a peu de temps. Et ben, ils ont relancé une nouvelle plainte et Lina Khan, qui est la présidente de la FTC, ne va pas se retirer de la plainte, contrairement à ce qu'avait demandé Facebook, parce qu'elle est très très anti-monopole et ses papiers de recherche étaient sur ces sujets. Et elle a dit, bah non, je suis... je suis là pour faire un boulot et justement parce que mon expertise est dans ces domaines. Donc non, je ne vais pas me récuser et je suivrai cette affaire personnellement. Et si vous suivez toutes ces affaires grâce au rendez-vous tech, si on vous apporte un certain éclairage, peut-être que vous pourriez choisir de soutenir l'émission sur Patreon. Patreon.com/rdvtech. Vous pouvez décider de venir sur le site, comme beaucoup l'ont déjà fait, et de venir soutenir l'émission financièrement, puisque c'est notre source de revenus principale. C'est grâce à ça que l'émission existe. Et si vous appréciez, peut-être que vous pourriez, vous aussi, participer à cette grande fête du financement du contenu de qualité. C'est un aspect qui est devenu extrêmement important dans l'écosystème du net, parce que c'est vrai que ça nous permet de nous soustraire à certaines contraintes qu'on peut avoir quand on fait du contenu sur Internet et qu'on est financé par d'autres moyens. Quand on est uniquement financé par la pub, ça amène certaines contraintes, et le fait d'avoir une relation directe avec les consommateurs du contenu qu'on produit, c'est une chance qui est importante et qui est précieuse pour moi. Donc j'espère que vous considérerez la chose si vous appréciez le contenu qu'on fait. Et en plus de ça, bien sûr, vous avez des petits bonus extrêmement sympathiques, comme par exemple le fait d'avoir les émissions sans pub et sans cette petite partie promo au milieu dans votre flux privé. Vous avez aussi les timecodes si vous voulez passer d'une partie à l'autre. Vous avez des contenus bonus également qui sont publiés sur le flux privé. Plein de petites choses. Allez voir sur patreon.com/rdvtech. Allez y jeter un coup d'œil. Peut-être que vous trouverez des choses intéressantes. C'est sur patreon.com/rdvtech et je vous remercie très chaleureusement de considérer la chose, ou de le faire déjà si vous écoutez pour une raison ou une autre le flux public et que vous êtes patriote. Un grand merci à vous, c'est grâce à vous que cette émission existe. Je vais dire juste un petit mot aussi sur un commentaire que j'ai eu sur iTunes. Quelqu'un qui me dit... Oula, je touche le micro, désolé. Quelqu'un qui dit simplement, qui a mis une étoile, c'était pas très gentil je trouve, et qui a dit « Trop de politique, le rendez-vous politique est peut-être à faire ». Et ça me frustre un petit peu parce que je ne sais pas comment aujourd'hui on peut faire une émission tech responsable et sérieuse sans parler de politique. Là, on a parlé de société, de politique et de tech, bien sûr. Mais depuis le début, là, ça fait quoi, 30-40 minutes qu'on a commencé l'émission, et on a parlé beaucoup de politique. Mais on ne peut pas faire une émission de tech sans parler politique. Ou alors, on fait que des reviews d'iPhone et bon, c'est plus très intéressant pour moi. Donc, la tech est complètement diffusée dans la société, on ne peut pas en parler sans parler de politique. Donc je suis désolé pour ceux qui n'apprécient pas les discussions sur ces sujets, mais si c'est le cas, peut-être que l'émission n'est pas pour vous, et que c'est, à mon sens, je crois que vous ne comprenez pas l'importance de la tech si vous pensez qu'on ne doit pas parler de ces sujets-là. Bien sûr, on parle aussi d'autres sujets un petit peu plus sympathiques et un petit peu moins frustrants, régulièrement, mais ça, c'est des sujets extrêmement importants aussi. Donc voilà, ce petit commentaire sur iTunes m'a un peu frustré, et si j'en parle, c'est encore une fois pour demander à certains d'entre vous qui peut-être ne l'ont pas encore fait, si vous pouviez aller mettre un petit commentaire et quelques petites étoiles sur iTunes ou ailleurs, sur la plateforme que vous utilisez, ça serait extrêmement gentil de votre part. Google, tiens. Si on parlait un peu de Google, ça vous dit ? On a... Est-ce que des controverses du côté de Google. L'un des arguments en faveur de Google
contre la plateforme iOS, c'est qu'elle est plus ouverte et qu'elle est plus libre. Et la défense de Google dans les procès, littéralement les procès qui sont faits à Apple et Google pour iOS et Android, c'est que chez Google, sur Android, on peut mettre sur le téléphone n'importe quel magasin d'applications, télécharger n'importe quelle application, contrairement à iOS qui est un système extrêmement fermé. Eh bien, suite au procès d'Epic, qui voudrait avoir accès aux OS de manière un petit peu plus ouverte, on a vu sortir des documents internes de chez Google qui détaillent un programme qui s'appelle le Premier Device Program, donc le programme des appareils Là, pareil. premium, on va dire. Et ce que c'est, ce programme, c'est un deal entre Google et des constructeurs qui donnent une part de revenus plus importante des revenus de recherche aux constructeurs s'ils interdisent sur leur appareil l'installation d'applications de store ou d'applications tierces tout simplement. Et ça, c'est une chose qui est avérée, hein, c'est un programme qui existe, où ils vont recevoir par exemple 12% des revenus de recherche contre 8 s'ils ne le font pas, ce genre de choses. Et c'est extrêmement problématique pour Google parce que ça veut dire qu'ils auraient, d'une certaine manière, abusé de leur position dominante, possiblement pour contraindre le domaine de l'App Store et pour empêcher la compétitivité des autres App Store sur leur plateforme. Et ça, c'est une chose qu'on ne connaissait pas, qui a été révélée par les documents rendu public dans le cadre du procès, et c'est un programme qui pourrait être très 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 problématique pour Google parce que il me semble, hein, moi je suis pas avocat, mais il me semble que c'est clairement anticompétitif. On voit également une question sur les développeurs de jeux avec le projet Hug, qui faciliterait, on va dire, financièrement la possibilité de revenus des développeurs pour garder leurs jeux sur le Play Store. Et là encore, c'est important de dire sur le Play Store, et parce qu'on peut parler de stores concurrents sur Android qui sont possibles d'installer, mais qui seraient rendus moins attrayants par ces programmes de Google. C'est assez gros, hein, cette histoire. Ça n'a l'air de rien, mais c'est assez gros parce que c'est vraiment la force de Google par rapport à iOS dans ces problématiques. Oui. Il y a aussi un autre élément que tu mets pas assez en lumière, en tout cas pour moi, mais c'est, aussi la possibilité d'empêcher les constructeurs de mettre en place leurs propres solutions logicielles. On peut penser aux navigateurs, maison que peut avoir par exemple un constructeur comme Samsung ou Xiaomi et en fait, c'est d'ailleurs un peu ça ce qui se passe avec le Pixel 6. Ce qui arrive, c'est que, Google, a fait Android pour pousser les gens à créer un Gmail et pour s'installer dans l'écosystème de Google avec Google Drive et toute la suite qu'il y a autour logiciel. Mais de plus en plus, ils aimeraient encore tirer la couverture vers eux pour pousser les gens à continuer d'utiliser les choses qui leur donnent des revenus. Et je pense notamment à la recherche. Et du coup, c'est toujours mieux pour eux qu'ils continuent à utiliser un navigateur comme Chrome, qu'ils utilisent le Play Store, comme tu le disais, et pas d'autres alternatives. Mais, par exemple aussi le client mail. Malgré tout, Mhm. Google préférerait que vous utilisiez l'application Gmail sur lequel ils ont tout le contrôle de bout en bout, plutôt que d'utiliser le client mail, par exemple, que l'on a sur un téléphone tierce. Et je pense qu'il y a ça aussi qui est en train Ah, bien de, sûr, oui. qui est en train de, qui est derrière cette histoire. La dernière chose, c'est que je pense que, en fait, c'est très drôle, il y a un parallèle à faire entre Google et Apple. C'est que Apple a créé du hardware et maintenant est en train de créer son écosystème logiciel de services pour faire de l'argent. Et Google est un peu en train de faire le chemin inverse, c'est-à-dire qu'ils ont créé des services sur lesquels ils se font de l'argent. Et avec les Pixel 6 et l'arrivée du fameux processeur Tensor, qui est leur processeur maison, Ouais. va arriver à gagner aussi de l'argent sur la partie hardware. Il y en a qui prédisent même au final, à la fin, un petit peu la mort d'Android, entre guillemets, ou en tout cas un Android qui sera laissé à l'abandon des constructeurs, qui sera à la charge des constructeurs, et Google qui aurait sans doute sous la manche peut-être Fuchsia, un OS qui l'aura de bout en bout, et on verra un Google un peu à la sauce Apple, c'est-à-dire software, logiciel, avec Mm. cette contrôle vertical du software et de l'hardware.
Ouais, Donc voilà. c'est un peu, ça me paraît être extrapolé parce qu'ils font tellement d'argent sur Android aussi avec tout ce qui est recherche et ces choses-là. Ils ont accès aux clients par Android. Ça me paraît compliqué d'abandonner l'écosystème des constructeurs tiers. Mais clairement, oui, il y a une question anticompétitive là-dedans sur ces programmes-là. Et Ouais, ça mais me l'idée, paraît c'est qu'ils être... ont besoin, c'est un peu qu'ils sont pris ils ont la main dans besoin, le sac, quoi. ouais, mais ils ont besoin de museler aussi les constructeurs qui prennent parfois certaines libertés. Alors on le Bien voit, sûr, c'est ça. Et par c'est de là exemple, les que mises vient à la jour, c'est question un problème. de l'abus de position dominante, ouais, Voilà. de monopole. Parce Mm. que ça entache, mais ils ont besoin de maintenir, de dire aux constructeurs, arrêtez avec vos clients mail tierces ou vos navigateurs tierces. Voilà, utilisez toute notre source. Et du coup, c'est un peu comme ça qu'ils le font. C'est à base de coûts de revenus supplémentaires C'est ça, pour garder c'est tout ça. ça sous leur joug. Et du coup, ils disent, ah, Je mais vais, ce partenariat premier, on ne force personne, mais bon, c'est des motivations, on va dire, assez fortes. Oui, pardon, C'est Gaël. gagnant-gagnant, quoi. Ouais. non, j'allais dire, je vais juste un tout petit peu nuancer. Je vais faire Ah, un merci, attends, mini alors j'ai avocat du diable. Vas-y. l'avocate du diable, attends, j'ai pas Mais un bébé le bon avocat du truc. diable. Ouais, ok, Un vas-y. Il en faut un bébé avocat du diable. Ça, c'est juste une petite nuance. Ce type de programme premier où tu rétribues mieux tes distributeurs si tu as une exclusivité ou si tu es mieux mis en avant, c'est quelque chose qui se fait énormément Mm. partout dans tous les business. Donc Google le fait comme tout le monde. Après, la problématique, c'est que Google est déjà en position extrêmement dominante. Exactement, Après, exactement. utiliser ce genre de programme, enfin, Intel le fait, enfin, tout le monde le fait. Je le fais moi-même avec mes distributeurs. Hein. Non, mais tu as Donc tout à fait après, raison. j'ai pas la position de Google, donc ça va, on va pas me reprocher une position dominante. Mais Google, enfin voilà, ne fait qu'utiliser un système business qui existe sur tous les marchés, dans tous les domaines. Après, en revanche, oui, on est d'accord, ils ont déjà une telle force que c'est problématique et c'est difficile de leur dire non. Bah, c'est Mais ça le voilà, je voulais problème. juste nuancer ça. Non, Je mais voulais c'est juste nuancer quand même sur le fait qu'il n'y a pas que qui le font. T'as tout à fait raison de le préciser, mais c'est pour ça qu'on parle d'abus de position dominante, parce que quand on est dans une position dominante, dans une position de monopole ou de quasi-monopole, les règles ne sont plus les mêmes. Et c'est ça c'est le fait de faire quelque chose quand on est dans une position dominante, c'est pas simplement en isolation le fait de le faire qui est problématique, c'est le fait de le faire quand on est dans une position dominante. Et là, clairement, on semble, enfin je dis clairement, mais encore une fois, je suis pas avocat, mais il semble qu'on soit clairement dans une configuration où bah, tu donnes plus de revenus à quelqu'un qui utilise tes outils, on le comprend. Sauf que quand on est dans une position dominante et que ça garde les concurrents à l'extérieur de l'ensemble de l'écosystème, c'est là que ça devient un problème parce que tu détruis la concurrence qui est nécessaire pour ce genre de marché. Non, non, Euh, je suis d'accord. Ouais, eux, ils ou en te tout cas, diront c'est comme ça qu'est qu'ils mettent. présenté Android. Hein, c'est un élément Bah, important du système. oui, oui, tout à fait. Mais eux, ils te diraient dans cet article, si je devais me faire l'avocat de Google, qui te dirait, ben nous, on met pas de couteau sous la gorge. On donne plus d'argent, on Ouais, ouais, incite. c'est ça. Alors Ouais. après, On est c'est gentil, toi on le donne de choix. l'argent. 8 ou 12%, c'est toi qui décides. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Mais on pourrait dire aussi, bah, le taux, bah, c'est 12%, mais si tu mets pas nos services, les Google Play Services, ah bah là, ça va descendre à 8, hein, désolé, mais qu'est-ce qu'on peut rien faire? Ah bah la vie est dure, ma bonne dame. Tu vois, c'est un peu, on peut le Retire voir le dans les deux ticket sens. restaurant. Bon, allez, on va partir sur des news un petit peu plus rapides. J'ai lu un article qui sera d'ailleurs, je pense, dans la newsletter sur les conséquences du nom Alexa d'Amazon. Ça s'applique aux autres assistants intelligents, mais il y a deux éléments que j'ai retenus de l'article de The Atlantic. Euh, D'une part, bah, le nom Alexa, qui est un nom beaucoup plus commun que des choses comme Siri ou bah, Google pour l'assistant Google. Peu de gens appelaient leurs enfants Google hein, jusqu'à maintenant, mais Siri, il y en a quelques-uns et donc le prénom est peut-être un petit peu moins commun encore qu'il ne l'était à l'époque, mais Alexa, c'est un prénom commun. Et ben le nombre de personnes appelées Alexa ces dernières années, aux États-Unis bien sûr, a chuté de manière complètement dramatique. Et ça, c'est amusant, mais on pouvait s'en douter. Là où c'est beaucoup moins amusant, c'est que des personnes qui s'appellent Alexa, qui sont nées avant l'arrivée de l'assistant intelligent, eh ben, souffrent du
prénom de l'assistant Amazon et se font harceler sur la base de leur prénom. On imagine des choses, enfin on a des rapports de personnes qui se font envoyer des commandes comme à Alexa et on sait à quel point les enfants peuvent être... Quand tu t'adresses à une Alexa, tu lui demandes l'heure, tu t'attends à ce qu'elle donne. Si elle te la donne pas, il y a un problème, tu vois. Et ben voilà, ce que tu dis avec un petit peu d'humour ici, je pense que c'est beaucoup moins drôle quand tu t'appelles Alexa et que tu as 13 ans et que tu te prends cette blague dans la gueule tous les 2 jours au collège ou au lycée. C'était un... C'est dur, ça doit être lourd à porter, effectivement. Un gros big up à toutes les Alexa de ce monde. Exactement. Grosse force à vous. Et puis bientôt, il va y avoir Ziggy. Oui, Ziggy. Bon, là encore, il y a un peu moins de Ziggy. Mais il y a... oui, et donc je voulais dire, cet article, comme d'autres, seront dans la newsletter. Vous pouvez aller regarder sur notepatrick.com pour vous inscrire à la newsletter. C'est très facile. Il y a simplement un endroit pour mettre son adresse email sur notepatrick.com. Il y a plusieurs articles et des résumés que j'inclurai dans la newsletter, des petites analyses que je fais maintenant, qui seront incluses dans la newsletter pour comprendre une situation, contrairement au rendez-vous tech, en quelques mots seulement. Et grosse force aussi à Mamix dans le chat qui dit que sa fille s'appelle Alexa. On lui souhaite bien du courage. Mamix, oui, bon courage, bon courage. Donc, quoi d'autre ? On a le robot de Elon Musk. Vous avez vu cette présentation d'un robot humanoïde présenté par Elon Musk dans le cadre de Tesla, qui a été présenté de manière un petit peu humoristique avec le robot qui danse, enfin la personne dans un costume en latex, enfin en spandex, qui danse. Je ne sais pas si vous l'avez vu, c'était un petit peu ridicule. C'était un peu ridicule parce que c'était mal fait en fait. Quand j'ai vu le robot moi monter sur scène, je dis attends, c'est quelqu'un qui est sous une combinaison. Bah oui. Je veux dire, à la limite, essayer de faire un truc crédible, je dis pourquoi pas. Mais là, on a tout de suite compris que bon, il y avait anguille sous roche, quoi. Et donc, ce qu'il dit, c'est qu'il va, d'ici 1 an, réussir à créer un robot qui fait 1m70, je crois, quelque chose comme ça, et qui sera humanoïde et conçu pour relever les humains dans les tâches répétitives ou un peu chiantes. Et, enfin, on a l'habitude des trucs, des annonces un petit peu ridicules d'Elon Musk, mais là, on n'est même pas dans la science-fiction, on est dans le fantasme le plus débile. On sait que Boston Dynamics, qui travaille depuis 10 ou 15 ans sur des robots plus ou moins humanoïdes, n'y arrive toujours pas, même si ce qu'ils font est impressionnant. Là, ce qu'on voit de Tesla, enfin... Certains ont dit, et j'aurais peut-être presque tendance à penser que c'est le cas, que c'était un moyen de distraire le public de l'enquête de la Californie, je crois, sur la fonction autopilote de Tesla, qui est trompeuse, parce que c'est pas vraiment un autopilote, et qui n'a pas réussi à gérer ses promesses de manière fiable depuis des années qu'ils ont lancé le produit. Ce robot débile, là, moi j'ai l'impression que c'était... Enfin, je serais pas surpris que ça soit effectivement une distraction, parce que enfin, jamais de la vie, un robot. Et puis en plus, pour aider les gens à faire quoi ? Les robots qui prennent en charge les tâches répétitives, c'est des machines dans des usines ou les trucs dans les entrepôts d'Amazon qui n'ont pas du tout forme humaine. Alors oui, il y a des trucs qui sont conçus pour les humanoïdes et qui donc seraient mieux gérés par des robots, mais enfin, ça me paraît complètement ridicule, quoi. Là, il parlait des courses. Je sais que dans la présentation, il parlait de faire les courses et tout. Et il disait un truc intéressant. Il disait que dans le futur, sa vision, c'était de se dire que le travail physique, ça serait un choix et non une contrainte. Donc, il parlait de revenus de vie aussi, d'ailleurs. Il disait qu'on se dirigeait vers une société où il serait nécessaire d'implémenter un revenu de vie parce que le travail est de moins en moins le fameux revenu universel. Oui, c'est ça, exactement. Oui. Mais ouais, moi oui, ça c'est très bien, mais cette histoire de robot spécifiquement, moi, enfin surtout 1 an. S'il me disait dans 20 ans on aura un robot, ok peut-être, mais là dans 1 an, enfin bon. Tu veux pas un robot qui change les couches ? Ah, écoute, là je prends tout à coup, ça m'intéresse. Je prends aussi. Attends, non, bouge pas. C'est un moment privilégié avec ses enfants, le changeage de couches. Tout à fait. Quand il y a du pipi, c'est pas très grave, c'est quand il y a du caca que c'est plus compliqué. Voilà. Exactement. Robot changeur de couche de caca, ça je veux bien. Et quand le timing aussi est pas très bon, c'est-à-dire que quand tu ouvres la couche au moment où il est en train de... Oh là là, ça c'est compliqué. Ou alors
Un truc que je veux bien, c'est quand ça sort tout à coup quand tu es dans le bain. Ça, c'est problématique aussi. Tout à fait, tout à fait. Par contre, pour revenir juste une dernière chose sur l'article, et je trouvais quand même l'accroche intéressante, c'est pas, je trouve que c'était pas totalement stupide de sa part de dire que comme Tesla, c'est une entreprise en fait globalement qui fait des voitures, même si on sait que elles font d'autres choses, c'est pas si on va dire bête de se dire que bah pourquoi pas un jour Tesla deviendrait une société qui pourrait faire des robots. Sans Mhm. parler de celui-là, hein, je parle de carrément autre Ouais. chose. Mais Tesla dans la robotique, ça serait pas incohérent en fait. En fait, c'est surtout l'histoire de un an qui est, tu vois, c'est un an, on aura un robot humanoïde. Oui. Ah oui, alors peut-être qu'ils Mais tu auraient. sais, Elon Musk et ses plannings, Ouais, ouais, mais vraiment là, avec la c'est, enfin clique du peut-être prochain. qu'ils auront un truc, tu vois, un bipède qui arrive plus ou moins à marcher, mais bon, bref, on verra. Hein, peut-être qu'il me fera mentir. Dans la chatroom, on me dit après les antivax, Patrick lance le mouvement anti-Musk. Non, je suis pas spécialement Non, anti-Elon Musk. Il a fait plein de choses incroyables. Il a beaucoup fait avancer beaucoup de choses. Hein. C'est juste sur ce non, robot, mais c'est je un le peu. comprends. Oui. Et pour avoir suivi, tu vois, par exemple, ne serait-ce que tu suis un peu ce qu'il fait sur Neuralink, il y avait plein de grandes promesses et il devait normalement déjà en fin d'année dernière greffer, soi-disant, le premier humain, parce qu'ils avaient eu des autorisations. Pour l'instant, on n'entend plus parler de Neuralink, quoi. Ouais, ils Donc, ont fait des bon. choses intéressantes avec le cochon. Il y avait des choses, mais tu vois, Oui, même ça, tout c'est à des fait. projets de recherche sur des années. Mais, Il dit pas. Enfin bon, bref, mais au, c'est Elon Musk. Ouais, mais, non, mais Patrick, tu vois, en plus, quand tu regardes, moi j'ai regardé, j'ai étudié, j'ai fait la conf et tout. Quand tu regardes, en fait, il fait pas plus que ce que ne fait la concurrence. Et en fait, lui, le seul truc qu'il a comme aura, c'est de ramener des journalistes parce que c'est Elon Musk. Et en fait, quand tu regardes, il fait pas mieux que la concurrence et il a fait seulement de la lecture neuronale. Là où nous, on attend la C'est promesse de vrai, ouais. l'écriture. C'est là où Tu as il y raison. aura une avancée de dingue. Tu as Donc tout à voilà. fait raison avec le Neuralink. C'est vrai que la concurrence fait déjà beaucoup de choses dont il parle lui, et on a l'impression que c'est nouveau quand il en parle. On est un peu victime de son aura. Tu as Tout à raison. fait. Euh, Parlons un petit peu de production de puces. Une décision de Toyota. On vous parle depuis un certain temps de l'importance de la production des puces et de ce maillon faible dans un certain nombre d'industries. Toyota a décidé de réduire la production de voitures au Japon, spécifiquement de 40% en raison du manque de puces. Et enfin, 40%, c'est uniquement au Japon, mais enfin, Toyota, c'est une société japonaise. 40%, rendez-vous compte des conséquences que ça a sur cette société, dans cette industrie. Il y a quelques mois encore, ils disaient, oh, pas de problème, nous, on est résilient sur ce domaine, on a ce qu'il faut, etc. Mais là où c'est vraiment intéressant, c'est un rapport du gouvernement chinois qui a montré que la production de puces, alors la Chine, c'est pas Taïwan, hein, c'est Taïwan le hub principal, surtout sur les puces dernière génération, mais il n'empêche, il y en a beaucoup qui sont produites en Chine aussi, et la production a augmenté d'une année sur l'autre de 47% d'unités produites. Et donc 47% de plus, ça montre à quel point la pénurie ne vient pas d'un manque de production, et je l'ai assez répété, donc je pense que maintenant ça commence à rentrer, mais ça ne vient pas d'un manque de production. Ça vient vraiment d'une demande qui s'est accrue de manière exponentielle et de problèmes de commande au niveau de l'industrie automobile spécifiquement, mais ça continue la production, la capacité de production continue à augmenter. Donc la pénurie ne vient pas de là. Et puis je note aussi que Tencent a décidé, pour faire plaisir au gouvernement chinois, d'ajouter 7 milliards à leur fonds de redistribution de richesses pour des actions gouvernementales, enfin des actions sociales supervisées par le gouvernement. Donc ils ont rajouté 7 milliards, ils avaient déjà 7 milliards, ils en ont maintenant bon, à peu près 15. C'est un moyen intéressant de redistribuer les richesses, hein, le gouvernement chinois. Il y a enfin bon, je ne vais pas partir sur des questions plus politiques, mais on voit vraiment, comme je le disais la dernière fois, les extrêmes entre la Chine, qui est un gouvernement bon, clairement totalitaire, l'Europe et les États-Unis. Mais bon, au moins, comme on le disait à l'époque, au moins les trains sont à l'heure, hein, on peut le dire comme ça. Bah, en Chine, la redistribution de la richesse, elle se fait. Elle se fait. Alors peut-être un peu forcée, mais elle a l'air de se faire un petit peu plus qu'ailleurs.
Et puis, en Chine, ils ont là encore passé une nouvelle loi sur les données privées et qui restreint énormément l'utilisation des données privées, encore beaucoup plus que le RGPD, qui sera appliqué le 1er novembre. Donc on est là encore dans ce contexte dont on parle depuis des semaines et des mois maintenant, de la Chine qui ramène le secteur de la tech de force dans un développement contrôlé, on va dire. On est dans cette partie où vous pouvez m'interrompre quand il y a des sujets intéressants qui vous intéressent. PayPal est en train d'ajouter la gestion de crypto-monnaies à son application en Angleterre. Et donc peut-être que ça arrivera en Europe bientôt, enfin dans le reste de l'Europe, on va dire, dans l'Union européenne, peut-être en France et ailleurs. C'est intéressant parce que le fait de pouvoir acheter ou vendre des crypto-monnaies par PayPal, c'est sans doute le moyen le plus simple d'acquérir des crypto-monnaies ou d'en vendre pour le grand public des non-initiés. Alors, il faut savoir qu'on n'a pas les clés cryptographiques accessibles, donc on ne les a pas nous dans notre poche, c'est PayPal qui gère, mais c'est en train d'arriver, ça a été lancé aux États-Unis l'année dernière, et c'est en train d'arriver en Angleterre, peut-être avant un déploiement plus large en Europe. Intel a annoncé tout un tas de nouveaux processeurs. Alors, il y a l'architecture Gracemont, il y a l'architecture Alder Lake, une qui est plutôt pour la conservation d'énergie. Enfin bref, il y a plein de choses. C'est intéressant à noter parce que Intel était très loin derrière AMD et d'autres fondeurs dans différents domaines. Et ils ont initié un changement d'orientation assez important ces derniers mois. Et là, ça pourrait être le début de processeurs qui soient vraiment concurrentiels avec ce qu'on voit ces dernières années des autres fondeurs. Donc, à voir, on ne va pas rentrer dans les détails de l'architecture, mais il y a des orientations beaucoup plus efficaces au niveau de la consommation thermique et performantes quand c'est nécessaire. Donc à voir ce que ça donnera. Après, c'est intéressant comment ils ont refait cette architecture de manière très modulaire, où apparemment il suffira simplement d'adapter en fonction du périphérique que tu vas faire. Si c'est un portable, tu vas peut-être plus mettre l'accent sur les cœurs basse consommation et sur par exemple des PC desktop, là tu vas plus mettre l'accent sur les gros processeurs qui d'ailleurs s'appellent des P-Core. Ça m'a beaucoup fait rire dans Oui, l'article. performance Voilà, pour ceux core, qui ouais, se... c'est les P-core. pour ceux qui, Et pour c'est ceux les qui se souviennent de ce terme. et c'est les e-core, je crois, les e-core, Tout à fait. les efficient. Il y a deux articles très bien faits sur Frandroid, sur les détails de ces deux architectures qui sont Oui. complémentaires et modulaires, effectivement. C'est une nouvelle façon d'envisager leur processeur et espérons que ça leur réussira parce que, comme toujours, c'est bon d'avoir de la concurrence dans ces domaines. En ce moment, c'est ce qui est impressionnant, c'est de voir quand on a connu Intel, de voir que maintenant, tu as l'impression que c'est lui qui court derrière les autres, Ah, quoi. C'est complètement, ça oui. qui est assez dingue dans l'industrie actuelle des processeurs, en fait. Complètement, Voilà. complètement. Ils ont fait les mauvais choix il y a Même quelques AM, années voilà. et Et ils en même payent le AMD, prix. qui est un peu dans la même philosophie, au final, eux, ils ont réussi à s'adapter avec des prix, des choses comme ça, pour un petit peu leur passer un peu Mm. devant eux en termes en ce moment d'image en ce moment. Par exemple, moi, je sais que j'ai monté pas mal de PC ces derniers temps et quand on regarde les prestations d'AMD pour le prix proposé, c'est assez dingue, quoi. Ah mais Voilà. complètement, construire un PC avec un processeur Intel au lieu d'un processeur Ryzen en ce moment, faut vraiment avoir des besoins très spécifiques pour le faire parce que Bah, surtout pour la faible performance, des fois Intel c'est est ça, souvent hein. devant, mais pour le faible pourcentage de perf en plus, AMD est bien gagnant au niveau des tarifs. Donc Exactement, ouais, tout à et, fait. et si tu mets pas beaucoup d'argent dans ton pros, tu peux peut-être mettre plus d'argent dans la carte graphique qui aujourd'hui est le nerf de la guerre des machines de gamers, quoi. Complètement. Et d'ailleurs, Intel, je crois qu'on en parlait la semaine dernière, ils le font, ils lancent des cartes graphiques également avec toute cette nouvelle gamme de processeurs. Voilà. Eh bien, écoutez, on arrive à la fin de l'émission. Je vais juste parler de 2 ou 3 sujets supplémentaires.
il y a un rapport assez édifiant sur Roblox. Est-ce que tu connais Roblox, Gaël? J'imagine qu'avec les... Bah oui, évidemment, Est-ce que tu as vu ce rapport évidemment. de la chaîne YouTube People Make Games? Tout à fait. Et en plus, d'ailleurs, cette vidéo est super bien expliquée. Je la trouve vraiment très pédagogique et enfin, très facile d'accès pour tous ceux même qui ne connaissent pas du tout. Roblox, donc, c'est une plateforme où on peut créer ses propres jeux vidéo. Et effectivement, il y a beaucoup, beaucoup de jeunes qui le font et ils peuvent monétiser leur jeu. Alors là, je te laisse raconter un peu l'histoire. Tu raconteras Ben, mieux que moi, mais c'est phénoménal et je ne savais pas du tout en fait tout ce business, comment il était fait, le business model derrière. Et c'est terrible. c'est tellement obscur que même eux qui ont fait une enquête dessus, ils ont mis beaucoup de temps à comprendre comment ça fonctionnait financièrement. Euh, et effectivement, là où c'est assez édifiant, c'est que les jeux créés par les jeunes développeurs, qui sont des enfants, hein, avec des outils fournis par Roblox, eh ben, ils peuvent y avoir des outils de monétisation dedans, mais ce qui en ressort, c'est que la somme payée par un acheteur, il y a évidemment on peut prendre ils peuvent prendre une commission, c'est standard, hein, qu'ils prennent une commission, mais c'est la taille de la commission qui est importante. Elle s'élève à, enfin, en fonction de comment on compte et ce qu'on compte, c'est pas 30%, c'est au final l'argent qu'on peut ressortir, quelque chose comme 83%, notamment parce que, non, pardon, on parle de 75%, je le vois sur la vidéo là, mais un des éléments qui est important, c'est que la valeur des Roblox, donc la monnaie dans le système, quand on l'achète, ben on va dire 1 euro, c'est 1000 Roblox. Et sauf que quand on est payé en Roblox, et quand on veut sortir les Roblox, Roblox vous les rachète à 30% de la valeur. C'est-à-dire que vous êtes payé, vous avez, je ne sais pas, 100 000 Roblox dans votre compte, et ben ils vont pas vous les payer 100 euros, ils vont vous les payer 30 euros. Donc vous laissez l'argent dans le système. Enfin bon, c'est... Regardez Mais attention, tu ne peux sortir l'argent que si tu as fait au minimum 1000 euros. Si En tu n'en as plus, déjà oui, pas fait, tu ne peux pas du tout les sortir et tu ne peux que les réinvestir dans Roblox. c'est ça. Le modèle est juste hallucinant. Et en plus, pour pouvoir monétiser, tu dois d'abord payer. Tu Oui. ne peux pas, tu ne peux pas monétiser ce que tu as fait si tu n'as pas payé avant. Donc C'est c'est assez. un... Il y a plein de choses pardon, c'est pas un article, c'est une vidéo, qui sont assez édifiants. Encore une fois, ça sera dans la newsletter, donc vous pourrez aller voir ça sur la newsletter. Vous aurez accès à la vidéo, mais bon, vous pouvez la trouver. Hein, c'est How Roblox is exploiting young game developers. Euh, et c'est intéressant parce que Roblox, on connaît tous, quand on touche plus ou moins au domaine du jeu vidéo ou quand on s'intéresse à ce que font les enfants sur Internet, on connaît Roblox. Mais on connaît un petit peu de loin. Ah, c'est cette plateforme où on peut créer des jeux, c'est le truc où il y a plein d'expériences différentes. Ah oui, ok. Mais en réalité, on ne sait pas du tout comment ça fonctionne. Et ils existent depuis, je ne sais pas, 5, 6, 7, 8 ans. Et en fait, on ne savait pas vraiment. Donc, c'était complètement édifiant, cette histoire. Une autre chose, il y a eu un article qui, moi, me touche particulièrement, c'est un article de The Verge sur la nouvelle plateforme d'Apple pour les podcasts, qui a été, je vous en ai parlé ici et là, mais c'est le genre de choses dont je ne parle pas énormément, parce que je pense que ça ne vous intéresse pas trop de connaître les malheurs des podcasteurs, parce qu'il y en a tout le temps, en fait, mais ça fonctionne vraiment pas bien. Et l'article de The Verge met en lumière des dysfonctionnements vraiment problématiques. Moi, j'avais des retards dans la mise à jour des flux jusqu'à ce que je les contacte, et je pense qu'ils ont changé quelque chose parce que maintenant, les épisodes sont disponibles tout de suite. Mais c'est un énorme problème pour les podcasteurs. Et il y a un truc, je vais vous dire par exemple, un exemple. Ils ont conçu le système avec à l'esprit des énormes sociétés qui vont gérer les podcasts, des sociétés qui ont de nombreux employés. Et par exemple, dans les contacts qu'on a à mettre dans le système, il y a le président de la société, la personne qui est en charge des finances, la personne qui est en charge du marketing, la personne qui est en charge de la communauté. Et moi, j'ai carrément dû leur envoyer un email. Je leur ai dit, mais il faut que je mette tout ça. Et ils m'ont dit, non, c'est pas grave, c'est pas la peine. Mais c'est vraiment la manière dont ils l'ont pensé. Et je vais vous dire, ça fait 3 mois maintenant que j'ai accès au système.
je comprends toujours pas comment faire certaines choses et des choses essentielles dans le système. C'est hyper problématique. Heureusement, moi, j'ai pas besoin de ça pour avoir ma présence sur Internet, mais c'est incroyablement mal conçu et c'est pas souvent que je dis ça d'Apple. Souvent, je trouve, à vrai dire, de rien. Il y a là pour le coup, c'est objectivement très mal foutu. L'article est intéressant sur The Verge, mais c'est ce genre de choses qu'on a à gérer quand on est créateur régulièrement, quoi. Et enfin, petit sujet rigolo pour terminer, il y a un streamer sur Twitch qui a fait un événement où il laissait les spectateurs contrôler sa vie comme s'il était un Sims. Vous savez, les Sims, le jeu de simulation où on simule des personnes et la vie des personnes. Tout le monde a joué aux Sims, je pense. Et là, il laissait ses spectateurs contrôler sa vie pendant 3 jours. Et c'est intéressant parce que je pense que quand on lit ça, beaucoup de gens vont dire « Ah là là, les excès de l'Internet, c'est de la télé-réalité cheap, racoleuse, il le laisse contrôler quand il va faire pipi, c'est scandaleux, c'est trash, etc. » En réalité, quand on va chercher un petit peu plus derrière ce qui se passe, c'est vraiment une séance de théâtre. Il y a plusieurs pièces avec de l'éclairage, et c'est du théâtre improvisé où au lieu d'avoir dans l'improvisation des gens qui vont crier des choses depuis le public, là ça passe par Twitch. Mais c'est vraiment un travail artistique qui était hyper intéressant. Peut-être que je le mettrai je mettrai le lien vers l'article dans la newsletter également. C'est vraiment un truc hyper intéressant et dans l'article, il y a des extraits qui montrent le travail et c'est quelque chose de vraiment... alors, c'est pas forcément mon truc, mais on aurait pu voir ça dans un petit théâtre de quartier, un théâtre d'art, ça aurait pas choqué. Et là, c'est par Twitch que ça passe. J'ai trouvé ça intéressant. C'est Jerma, le nom du streamer qui fait ça. Il y a vraiment une démarche, je dirais presque artistique derrière. Ouais, je suis en train de regarder là, je suis en train de juste de jeter un œil sur l'extrait, ouais, c'est quand même bien fait, hein, Mm. c'est impressionnant. C'est un Djerma gros streamer, hein, 985. Ouais, ouais, tout à ouais. fait. On a Avec d'ailleurs, il y a une barre, on voit en dessous une barre quand il a faim, l'hygiène, ouais, exactement comme les Sims. Ouais, c'est très très exactement. drôle. C'est rigolo. Et voilà pour le rendez-vous tech. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Avant de se séparer, bien sûr, Gaël, où peut-on te retrouver? Dis-nous tout. Eh bien, moi, vous pouvez me retrouver toujours sur tous les comptes coude.fr, que ce soit Facebook, Instagram, Twitter et tout ça, ou sinon, tout simplement, si c'est moi, perso, c'est GM Girardeau. Voilà, vous me retrouvez aussi sur tous les réseaux sociaux. Voilà, donc n'hésitez pas, surtout qu'en plus, si vous avez des enfants qui sont en train de finir l'été, on est en train de faire un grand défi d'été où ils peuvent remporter des liseuses, une PS5 et créer leur propre jeu vidéo. C'est gratuit, c'est pas comme Roblox. Et ils peuvent s'amuser et le garder pour eux, par contre, leur jeu. Ils pourront pas le monétiser. Ah, mais attends, ça c'est bien beau, mais gagner une PS5, c'est ça qui va m'intéresser, moi, tout de suite. Mais Oui. oui. Ah non, il faut avoir entre 8 et 14 ans. Désolé, tu ne peux Ah, pas jouer. dead. Bon, écoute, et le mien est un petit peu... Ah, vous savez quoi, bah, j'ai déjà une PS5, on va pas être trop gourmand. Coude.fr, merci Gaël. Mathieu, où te retrouve-t-on, toi? Alors moi, on peut me retrouver sur Twitter @Matt Dos Santos, c'est ma TH, Dos Santos DOS, SANTOS. Et on peut me retrouver sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Rester Connecté, qui est un petit peu en berne en ce moment, parce que bah, comme Patrick, j'ai eu la chance de faire un deuxième enfant, donc, donc du coup, la difficulté est un peu plus compliquée pour faire des vidéos. Mais vous pouvez aussi me retrouver sur un nouveau média que j'ai rejoint il y a presque un an maintenant, qui s'appelle ETR et qui se spécialise dans la VR. Et donc sur la chaîne YouTube, vous allez pouvoir retrouver d'ailleurs les replays des émissions qui s'appellent XR360. Et on parle de VR, que ce soit au niveau gaming, au niveau sociologique, au niveau technologique. Voilà, on fait un panel autour de la VR. Alors c'est sur la chaîne ETR, c'est sur Twitch, Patrick, tu vois que tu Ah, essaies de rentrer. Mais je la sur, cherchais mais, sur YouTube. mais sur Rester Connecté, tu vois, tu as les replays, je mets les Très replays bien. de Twitch des émissions. Donc voilà, si la VR c'est un sujet qui vous intéresse et au sens large d'ailleurs, n'hésitez pas à aller jeter un œil. Voilà, on a un stream, si vous voulez voir le direct, c'est le jeudi
de 19h30 jusqu'à 21h quand on déborde pas trop. Voilà, avec toute l'équipe de TR. Voilà pour moi. Magnifique. Et donc, le lien vers les comptes Twitter sera dans les notes de l'émission. Merci à tous les deux. Pour ma part, c'est Merci. NotePatrick sur Twitter, Facebook et Instagram. Vous pouvez également retrouver tous les liens vers tout ce que je fais sur notepatrick.com. Vous avez un système très ingénieux de petites cartouches qu'on peut étendre. L'essentiel, c'est pour s'abonner au podcast, mais il y a aussi les liens vers tout ce que je fais, notamment le Discord, qui est extrêmement intéressant en ce moment. On vous en dira plus un peu plus tard. Et bien sûr, vous pouvez également aller sur Patreon, patreon.com/rdvtech pour soutenir l'émission. C'est vraiment le truc qui fait que l'émission existe. Et si vous rentrez chez vous et que vous mettez les clés dans le bol, vous savez ce qui se passe, ça fait cling et vous vous dites « Ah, Patrick, il faut que j'aille voir Patreon maintenant quand j'ai fait cling dans le bol ». C'est le truc qui vous vient à l'esprit quand vous mettez vos clés dans le bol, évidemment, patreon.com/rdvtech. Eh bien, Une écoutez, petite mention spéciale pour Super Laser Punch, j'en profite, que merci, j'écoute quand j'arrive, voilà, très très sympa. Même si pourtant je suis Team DC et que j'ai été très très frustré, enfin déçu de votre review sur la Snyder Cut. Mais voilà, c'est un très bon podcast Écoute, que je recommande. On parle de films Marvel et de séries Marvel sur Super Laser Punch et on devrait revenir pour parler de la série What If ce vendredi normalement hein, avec Johan. Et tu sais quoi ? On va normalement également parler de Suicide Squad. Donc, il y aura un petit peu de DC. Je ne sais pas si ça va être en bien ou en mal, mais on pourra parler un peu de Suicide Squad cette fois-ci également. Et vous savez quoi, le lien vers Super Laser Punch est également sur notepatrick.com avec ce petit système de cartouches pour vous abonner directement au podcast dans votre application préférée, que ce soit Apple Podcast, Podcast Addict, Google Podcast, Pocket Cast, etc., etc. Donc, vous avez accès à tout ça sur notepatrick.com. Et bah écoutez, on vous remercie tous de nous avoir écoutés. Si vous êtes patriotes, on va faire, j'espère qu'il y aura du monde pour parler d'Apple quand même, pour parler de ce qu'on attend d'Apple à la rentrée, des nouveaux produits Apple, dans l'after show. Ça sera dans l'after show pour ceux qui sont sur le flux privé. Et sinon, ça sera la semaine prochaine pour un nouvel épisode, ou alors jeudi pour le rendez-vous jeu, bien sûr. Et sinon, mardi prochain. Merci à tous et à la prochaine. Ciao, ciao. Salut.